Alors bonjour, comme vous le constatez bien, aujourd'hui on va parler du dernier jour d'un condamné, œuvre écrite par Victor Hugo. Donc commençons par le titre. C'est un titre qui laisse entendre que nous allons vivre la dernière journée de la vie d'un condamné. C'est un titre aussi qui se compose d'un article défini ce qui laisse entendre qu'il s'agit bien d'une mort certaine. Puis, dernier qui renvoie à la mort, jour, c'est la vie, et d'un condamné, c'est sur cette expression-là que je cherche à attirer votre attention. Pourquoi Victor Hugo a utilisé un condamné et non pas le condamné? Donc il s'agit, un condamné, c'est un article indéfini qui évoque une personne indéfinie ou bien une personne qui peut être anonyme même. Donc condamné, c'est la prison. On peut dire que c'est un titre qui expose à la fois la rencontre de la vie et la mort, de la vie et de la mort dans une prison. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un condamné, pourquoi le choix d'un article indéfini 1 et pourquoi ne pas mettre le? C'est une question à laquelle nous allons répondre tout à l'heure. Passons maintenant au genre littéraire. Alors, à quel genre littéraire appartient ce texte? On peut dire que c'est un texte sous forme d'un roman à thèse. Roman à thèse, qu'est-ce que ça veut dire roman à thèse? Donc un roman à thèse, c'est un écrit dans lequel on défend ou on rejette une idée à l'aide d'arguments. À l'aide, bien sûr, d'arguments. Alors, quelle est l'idée défendue par Victor Hugo dans son œuvre? Victor Hugo défend une cause bien précise, c'est l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort. Et pour défendre son point de vue, il a utilisé tous les moyens pour convaincre et persuader à la fois, pour dire que cette sentence est une sentence barbare, voire absurde. Raison pour laquelle on peut dire que le texte a une visée argumentative. Le texte a une visée argumentative. Donc je reprends. Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse qui défend une cause bien précise, celle de l'abolition de la peine de mort, qui a une visée argumentative, qui était écrit au XIXe siècle et qui a paru ou qui a été publié en 1829. Alors, revenons maintenant au titre. C'est un titre qui nous pousse à se poser plusieurs questions. Qui est ce condamné? Comment s'appelle-t-il? Quel crime a-t-il commis? À quoi est-il condamné? Quand est-ce qu'il sera exécuté? Où sera-t-il exécuté? Par qui sera-t-il exécuté? Ce sont là toutes des questions qui nous poussent à vouloir trouver des réponses. Donc, je vais reprendre l'explication concernant le condamné, qui est à la fois condamné, personnage principal et narrateur. Donc, nous allons parler du condamné, personnage principal et narrateur à la fois. Tout à l'heure, on s'est posé une question. Pourquoi un condamné? Et pourquoi on n'a pas dit le condamné? Donc, il faut savoir que Victor Hugo a fait exprès de choisir l'anonymat pour son personnage principal.
C'est un personnage qui n'a pas été nommé, auquel on n'a pas donné de nom. Tout ce qu'on sait qu'il est condamné, qu'il est personnage principal et que c'est lui qui est en train de nous raconter tous ces événements. C'est un condamné qui a commis un crime de sang. Il a commis un crime de sang. Est-ce qu'on a des détails sur ce crime? Non. Est-ce qu'on a le nom du personnage principal? Non plus. Donc, le choix de Victor Hugo n'est nullement gratuit. Il a un objectif bien précis. Il cherche à rendre son roman universel ou bien il cherche à généraliser la cause. Mais qu'est-ce que ça veut dire généraliser la cause et rendre son roman universel? Victor Hugo a choisi l'anonymat pour son personnage principal parce qu'il ne veut pas que nous nous s'attachions à un personnage bien précis. Il défend tous les condamnés dans les 4 coins du monde, que ce soit qu'ils soient coupables ou non, quel que soit le crime, et il est là pour nous dire que la sentence de la peine de mort est une sentence qui est barbare, qui est absurde et qui doit être changée. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, le condamné est le personnage principal qui a commis un crime de sang, qui a été condamné à la peine capitale, qui va être exécuté à 4 heures sur la place de Grève et par les mains d'un bourreau, bien sûr le bourreau qui est responsable sur la guillotine. Le personnage principal condamné à mort va être guillotiné devant tout un public. Nous ne savons rien sur son crime. Mais est-ce qu'on sait quelque chose sur sa situation familiale? Oui, on a des détails sur sa situation familiale. Le personnage principal est un homme de 40 ans, c'est un jeune homme de 40 ans, qui est instruit, qui est cultivé et qui parle même quelques mots en latin. Aussi, nous savons sur lui qu'il est père de famille, c'est un homme marié. Il a une femme, il a une maman qui est âgée de 64 ans, il a une petite fille qui s'appelle Marie et qui a 3 ans. Donc c'est un homme qui laissera derrière lui 3 femmes. C'est un homme, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a commis un crime de sang, qui va être exécuté en public sur la place de Grève par les mains d'un bourreau. Alors pour récapituler, on peut dire que le genre littéraire de cette œuvre est un roman à thèse, écrit par Victor Hugo. Bien sûr, Victor Hugo est né en 1802, décédé en 1885. C'est une œuvre écrite au XIXe siècle. Il a été publié en 1829. C'est un texte qui défend une cause bien précise. C'est l'abolition de la peine de mort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une peine qui est totalement bannie par Victor Hugo. C'est pour ça qu'il a déployé tous les moyens afin de convaincre son public de son avis et afin de nous rallier à sa cause. Donc le texte a une visée argumentative. Maintenant, on va passer au personnage principal. C'est un jeune homme de 40 ans, il est instruit, il parle le latin. C'est aussi un homme marié qui a une femme, qui a une mère âgée de 64 ans et qui a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Marie. C'est un personnage condamné parce qu'il a commis un crime de sang. Il est condamné à mort. Il sera guillotiné à 4 heures sur la place de Grève par un bourreau qui s'appelle Samson. Vous avez là toutes les informations qu'on peut avoir sur le personnage principal condamné à mort dans notre œuvre. Alors passons à la question suivante. Où se passent les événements de ce texte? Alors les événements de ce texte se passent dans 3 grandes prisons de Paris. Il y a Bicêtre, il y a la conciergerie, et il y a l'hôtel de ville. Commençons par Bicêtre.
Alors, on a commencé par Bicêtre parce que c'est le premier lieu où le narrateur a séjourné après la prononciation du verdict. Donc, avant d'évoquer les événements qui ont marqué le séjour du narrateur, j'aimerais bien attirer votre attention sur un événement important. Lequel? Quelle est la faveur accordée au narrateur une fois étant à Bicêtre? Donc, oui, effectivement, la faveur qu'on lui a accordée, c'est le fait de lui avoir donné des papiers, de l'encre et une langue pour pouvoir écrire. Donc, le narrateur a décidé enfin d'écrire. Mais là, il y a deux questions qui se posent. Quoi écrire et pourquoi écrire? Le narrateur a décidé d'écrire, mais qu'est-ce qu'il va écrire et dans quel objectif allait-il écrire? Donc, il a décidé d'écrire son journal. C'est là où il relate les événements par lesquels il est passé depuis la sentence, depuis le début du procès jusqu'au moment où on a prononcé la sentence. Donc, il s'agit bel et bien de 6 semaines. C'est 6 semaines. L'action se passe en 6 semaines. C'est vrai qu'on a le dernier jour, mais en réalité, l'action se passe en 6 semaines. Alors, c'est une réponse à quoi écrire. Mais pourquoi écrire? Pourquoi le narrateur a-t-il décidé d'écrire son journal? Donc, il a décidé d'écrire son journal d'abord parce que pour lui, le fait d'écrire et de décrire en même temps ses angoisses, ses souffrances, ses peurs, ses douleurs, tous les sentiments qui l'animaient pendant ces 6 semaines lui permettaient d'en moins souffrir. Donc, il écrivait dans le but d'alléger ses souffrances. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il écrivait pour donner une leçon. Mais à qui cherche-t-il à donner une leçon? Il cherche à donner une leçon aux responsables, aux juges, aux magistrats, pour les pousser à trop réfléchir avant de condamner la vie d'une personne et avant de prononcer une sentence aussi fatale que celle de la peine de mort. Alors, le narrateur a enfin les papiers, l'encre nécessaire pour écrire son journal, mais qu'est-ce qu'il va écrire? Quels sont les événements qui ont marqué sa vie à Bicêtre? Donc, il a commencé par le procès, puis le spectacle du ferrage des forçats, et puis l'infirmerie. Voilà. Donc, durant son séjour à Bicêtre, le narrateur a commencé par rappeler les circonstances de son procès. D'ailleurs, c'est un procès qui a duré 3 jours. Il nous a raconté ces circonstances, plus il a mis l'accent sur sa réaction au moment de la prononciation du verdict fatal. Donc, c'était la première partie par laquelle il a commencé, le narrateur, une fois étant à Bicêtre. Puis après, il nous a décrit un spectacle hideux qui lui a causé un choc. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où on voyait à quel point on traitait de manière inhumaine les prisonniers. On les ferait pour les transférer à Toulon et c'était un choc terrible pour le narrateur au point qu'il a perdu conscience à la fin du chapitre 13. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a transféré vers l'infirmerie. Une fois arrivé à l'infirmerie et avoir repris connaissance, la première chose à laquelle il a pensé à l'évasion. Le narrateur voulait s'évader. Il voulait absolument échapper à la peine de mort. Mais bien sûr, il ne le pouvait pas. Et puis, on a vu que le passage par l'infirmerie l'a marqué parce qu'il avait l'occasion d'entendre une jeune fille de 15 ans et qui chantait
en argot. Qui chantait en argot. Bien sûr, n'oublions pas que le narrateur a pu apprendre l'argot en prison, raison pour laquelle il a pu comprendre ce que la jeune fille chantait. Donc, pour récapituler, je dirais que Bicêtre, c'est là où le narrateur nous a raconté les circonstances de son procès, puis le spectacle des ferrages du ferrage des forçats, et puis ce qui lui est arrivé à l'infirmerie quand il a entendu la jeune fille qui chantait. Alors, vers le chapitre 22, on est passé au deuxième lieu d'action, qui est la conciergerie. C'est à la conciergerie que le narrateur va évoquer son voyage dans Paris, voyage dans lequel ou pendant lequel il était accompagné par l'huissier et par le prêtre. Ensuite, il a rencontré le frioche. Puis, on a vu qu'il était visité par le prêtre, par l'architecte, et puis enfin par le gendarme. Finalement, on a assisté à une scène entre le narrateur et sa fille Marie, fille de 3 ans. C'est à la conciergerie que le narrateur a rencontré un personnage, c'est le frioche. Qui est ce frioche? Quel âge a-t-il? Pourquoi est-il à la conciergerie? Donc le frioche, c'est le nouveau condamné à mort. C'est le successeur du narrateur à Bicêtre. C'est lui qui va prendre sa place. C'est un homme âgé de 55 ans et c'est un homme dont le père était lui aussi un condamné à mort. Alors pendant leur rencontre, le narrateur était obligé d'échanger sa redingote contre la veste en laine du narrateur. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi le narrateur était obligé de donner sa redingote contre une vieille veste en laine? Tout simplement parce que le narrateur avait peur du frioche. Il ne pouvait pas lui refuser la demande. Après, on a assisté à la visite de l'aumônier. Une visite qui n'était pas du tout appréciée par le narrateur. Pourquoi? Parce que ce prêtre semble ou ne semble guère affecté par la souffrance ni par l'angoisse du narrateur. C'est un quelqu'un qui est blasé, qui parle machinalement, qui est peu ému et qui était là juste pour faire son devoir. À la grande surprise du narrateur, il a reçu la visite de l'architecte. Mais qu'est-ce qu'il vient faire l'architecte dans une cellule? Tout simplement, elle est venue pour prendre des mesures afin de rénover les murs de la cellule. L'ironie du sort. Enfin, c'est la présence du gendarme avec le narrateur dans sa cellule. Et c'était une présence qui a marqué le narrateur. Pourquoi? Parce que ce dernier lui a fait une demande bien bizarre. Quelle était cette demande? Alors ce gendarme a demandé au narrateur de lui fournir les 3 bons numéros gagnants dans la loterie. Et c'est à ce moment-là que le condamné a eu une espérance folle. Quelle est cette espérance? C'est vouloir s'évader. Donc il a proposé au gendarme de lui donner les numéros, mais en contrepartie, il veut échanger ses vêtements contre ceux du gendarme. Pourquoi? Dans le but de s'évader. Chose que le gendarme a refusé, bien sûr. Alors, tous ces événements étaient, si vous voulez, supportés par le narrateur, mais ce qui va lui apporter le coup de grâce, c'est la visite de sa petite fille Marie. Alors la visite de sa petite fille Marie l'a vraiment attristé. Il l'a attristé profondément, il l'a plongé dans le désespoir. Pourquoi le narrateur, après la visite, a été plongé dans le désespoir? Normalement, il doit être très heureux de pouvoir rencontrer sa fille, de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, vu que c'est la dernière fois qu'il va la voir. Tout simplement parce que Marie, petite fille de 3 ans, a oublié son papa. Il a cru qu'il était mort, il ne l'a pas reconnu. C'est pour ça que le narrateur leur a demandé de la faire sortir, et c'est à ce moment-là qu'il a su que tout est fini, qu'il était mort avant même d'être exécuté, qu'on l'a tué avant même qu'on puisse l'exécuter.
Alors, pour faire un rappel de ce qui a été dit concernant la conciergerie, je dirais que c'est une partie dans laquelle on a évoqué le voyage vers Paris, la rencontre avec le frioche, la visite du prêtre, de l'architecte et du gendarme, et finalement la visite de Marie. Passons à l'hôtel de ville. Alors, quand on dit hôtel de ville, on dit toilette du narrateur. Et puis, voyage vers ou à destination de la place de Grève. Et finalement, les quelques minutes qui restent au narrateur avant son exécution. Alors, qui dit hôtel de ville, dit toilette du narrateur. Donc, le bourreau, accompagné de ses valets, a pu faire la toilette du narrateur. On lui a rasé le crâne, on lui a coupé le collet de la chemise, on vient de lui lier les mains, et puis ils se sont dirigés tous vers la place de Grève, au milieu d'une foule de curieux qui attendaient avec patience et avec des cris. Ils étaient avides de sang, selon l'expression du narrateur, pour assister à l'exécution. Et finalement, on a vu que le narrateur demandait ardemment, pendant les dernières minutes qui lui restaient, sa grâce, il espérait la voir, il l'a demandé de manière acharnée, mais malheureusement, on a vu que c'était le moment de l'exécution et qu'on venait le chercher. C'est ainsi que prend fin notre leçon. Et pour récapituler les événements marquants de ces qui ont marqué le séjour du narrateur pendant ces 3 lieux, je vous présente le tableau suivant. Et bien voilà, on a la composition de l'œuvre qui se répartit ainsi. Nous avons d'abord Bicêtre, la conciergerie et puis l'hôtel de ville. À Bicêtre, le narrateur nous a évoqué son procès, puis nous a décrit le spectacle du ferrage des forçats, le fait qu'on l'a ramené à l'infirmerie et la chanson en argot chantée par la jeune fille de 15 ans. Et enfin, c'est à Bicêtre qu'il apprenait qu'il vivait sa dernière journée exactement au chapitre 18. Puis elle était transférée à la conciergerie. Et c'est à la conciergerie qu'il nous a raconté son transfert vers Paris, la rencontre avec le frioche, la visite de l'architecte, du prêtre d'abord, puis de l'architecte et du gardien ou du gendarme, le demandeur de numéro de loterie. Enfin, la visite de sa fille Marie. Finalement, c'est l'hôtel de ville avec la préparation du narrateur. On a évoqué sa toilette, puis le voyage dans Paris jusqu'à la guillotine, et puis le narrateur qui nous relatait les dernières minutes qui lui restaient avant sa mort et pendant lesquelles il demandait ardemment sa grâce. Merci.